L'affaire des disparus du col de Dyatlov, dans l'Oural russe, est un événement tragique et sinistre, ayant causé la mort de 9 skieurs et randonneurs, tous aguerris dans la nuit du dimanche 1er février 1959 au lundi 2 février 1959. Trop peu d'explications rationnelles ont été données aux familles et aux proches des victimes sur ces faits terribles et très choquants, entraînant dès lors, et c'était inévitable, l'émergence d'innombrables suspicions et la naissance de théories du complot, entourant la mort suspecte de ces 9 skieurs et randonneurs dans la montée du col de Dyatlov. Car la réponse d'État a été quelque peu brutale, trop rapide aux yeux de tout le monde, et impitoyable pour tout scientifique, chercheur, passionné de montagne ou même simple citoyen. Ce drame était-il le résultat d'expériences militaires soviétiques, sans doute secrètes, comme cela a été dit en cachette pendant un moment, ou de l'intervention inopinée de Yétis, de Manchis ou même celle d'extraterrestres? Ou existe-t-il une explication différente, plus rationnelle, plus simple? Au vu de la rareté et de la pauvreté des archives dévoilées par les autorités russes ultra-protectrices et des quelques témoignages recueillis presque sous le manteau, des années plus tard, avec le risque de désinformation que cela peut entraîner, essayons tout de même de décrypter le mécanisme de ce drame collectif. Car depuis 65 ans maintenant, rien n'a vraiment filtré sur ces faits mystérieux et n'est venu étayer la très officielle version d'une gigantesque avalanche meurtrière, ayant subitement englouti toute la cordée. En effet, nous l'avons vu, l'absence de témoins oculaires a donné naissance à beaucoup d'hypothèses diverses, parfois incohérentes, parfois ouvrant sur des questions restées sans vraie réponse, concernant le déroulement des tragiques événements. L'enquête officielle, menée rapidement par les autorités soviétiques d'alors, déterminera seulement qu'une force irrésistible, non mesurée et inconnue, peut-être une avalanche massive, ayant causé la mort des randonneurs surpris et piégés. Et elle s'arrêtera à ce stade, ne cherchant pas plus loin d'éventuelles d'autres causes. L'explication finale donc, qui vaut jugement et ne saurait nullement être contestée, est laconique et, c'est évident, nettement insuffisante pour nombre d'initiés et passionnés de courses en montagne. Ne parlons même pas des familles de ces 9 jeunes gens. L'accès à la région, au col en particulier, fut même très officiellement interdit dans un large périmètre, pour tous les skieurs et tous les autres aventuriers, pendant 3 ans après l'affaire. C'est dire que le mystère était resté entier. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'affaire des disparus du col de Dyatlov. Pour cette nouvelle affaire, je serai en collaboration avec la chaîne Lily 911. Petite précision, les photos que vous allez voir tout le long de la vidéo sont réelles, ont été faites par le groupe qui a malheureusement disparu au col de Dyatlov. Durant cet hiver froid de 1959, nous sommes sur le versant est du mont Kolachiako, autrement dit, la montagne morte, en cyrillique. Ce n'est pas que l'altitude soit haute, on est en effet à un peu plus de 1000 mètres, mais l'altitude de plus de 61 degrés nord fait que le climat y est particulièrement rude et impitoyable, et n'est donc guère propice aux loisirs.
C'est en fait la partie septentrionale des monts Oural, orientée du nord au sud et qui barre ainsi toute la Russie, à la frontière de la République des Komis et de l'oblast de Smelovsk en Russie. C'est ici la limite géographique, mais aussi sociale, des deux grandes régions d'influence de la Russie, la partie dite européenne et l'immense partie dite Russie asiatique. Depuis le drame de février 1959, l'endroit a été rebaptisé le col Dyatlov, en mémoire du chef désigné de l'expédition. Dans la chronologie relatée par les enquêteurs russes, nous apprenons que, surpris par un phénomène anormal, les randonneurs avaient déchiré leur tente de l'intérieur et étaient sortis pieds nus ou en chaussettes dans la neige. La révélation est surprenante pour des skieurs et randonneurs aguerris, évoluant à cette altitude et dans une région qu'ils connaissaient et savaient être de nature hostile. Après examen approfondi, leur corps, retrouvés dans un rayon de 1,5 km de l'emplacement initial de leur tente, ne présentaient pas de signes notables de lutte. Mais 2 victimes présentaient néanmoins des fractures du crâne. 2 autres avaient eu des côtes cassées. Et il manquait encore les yeux d'une des victimes, la langue et les yeux d'une autre victime. Le rapport ainsi fourni pourrait bien être celui d'une autopsie criminelle, tant les traces d'un accident de montagne sont trop peu évidentes. Les 4 dernières victimes, retrouvées plus tardivement, ont fait l'objet d'une expertise technique plus poussée, qui a révélé que leurs habits présentaient des niveaux très élevés de radiation dus, selon les experts de l'époque, à l'effet invasif de poussière radioactive tombée de l'atmosphère, ou, autre hypothèse avancée, à la manipulation de substances radioactives sur leur lieu de travail. Mais revenons, à ce stade, sur la composition de ce groupe de scientifiques et sur la nature exacte ou supposée, on ne sait pas le dire en fait, de leur activité à ce moment-là dans ce coin perdu du grand Oural russe. Précisons ici que le groupe, emmené par Igor Dyatlov, se compose alors de 8 hommes et 2 femmes. La plupart étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, accompagnés d'un vétéran de la guerre et professeur d'éducation physique, qui est devenu aujourd'hui l'Université fédérale de l'Oural. Tous sont en parfaite santé, sportifs et montagnards accomplis. Tous se connaissent et s'estiment. Tous savent s'entraider. Ajoutons ici, et c'est très important, que ces 8 garçons et ces 2 filles n'en sont pas à leur premier périple au milieu des décors enneigés russes. Âgés de 20 à 38 ans, ils marchent aussi bien qu'ils ne skient et pratiquent ce sport aussi souvent que possible. À la recherche de sensations fortes, les 10 camarades se lancent donc un nouveau défi de taille, à la hauteur de leur âge, de leur insouciance et de leur volonté. Igor Alexeyevitch Dyatlov, 23 ans, au moment du drame, dirige le groupe. Tous les membres du groupe étaient très expérimentés en matière d'expédition de ski de fond et de ski alpin longue et classée difficile. Ce groupe de 10 randonneurs expérimentés, dont le plus âgé a 38 ans et le plus jeune 21 ans à peine, doit voyager à travers tout le nord de l'Oural, dans l'oblast de Sverdlovsk, en plein hiver, c'est-à-dire quand les conditions météorologiques sont les plus défavorables. Le but de cette expédition est d'atteindre Autorten, une haute montagne située à 10 km au nord du lieu du drame. À cette période de l'année, la route d'accès terminal est réputée classée en catégorie 3, la plus difficile donc. Un véritable défi donc, même pour des montagnards chevronnés. Le dimanche 25 janvier,
Ils arrivent en train à la gare d'Ivdel, une petite ville située dans l'oblast de Sverdlovsk. Le train ne va pas plus loin, vers ce grand nord, et c'est à bord d'un camion qu'ils rallieront Vidjaï, le dernier village encore habité en permanence. Après, il n'y a plus rien, plus âmes qui vivent, et ils seront livrés à eux-mêmes. Et ne parlons même pas de moyens de communication, totalement inexistants. Dès le mardi 27 janvier, pourtant pleinement conscients des dangers qui les guettent, ils entament leur marche d'approche en direction d'Otorten. L'un du groupe, Louri Efimovic Loudine, âgé de 22 ans à peine, tombe malade et, de ce fait, doit renoncer à l'expédition. Il rebrousse chemin tant que c'est encore possible, et cela lui sauvera la vie. Le groupe de randonneurs est désormais réduit à 9 personnes. Le samedi 31 janvier, progressant péniblement dans des terrains où la neige est dure et compacte et où le vent glacial balaie tout, le groupe atteint enfin une région de haute terre et commence à se préparer pour la véritable ascension. Sont-ils dans le planning initialement prévu ou sont-ils déjà en retard ? L'histoire ne le révélera jamais en fait. Seuls quelques extraits de journaux de marche, miraculeusement sauvegardés des affres du mauvais temps, et leur appareil photographique, retrouvés sur les vestiges de leur tout dernier camp, permettent de retracer assez fidèlement leur itinéraire dans les tout derniers jours précédant le drame. Par précaution, ils prennent le soin de déposer des vivres excédentaires et des équipements de secours dans le fin fond de la vallée, dans un endroit abrité et sûr. Cela leur servira lors du voyage de retour. Et fort logiquement, dès le lendemain, le dimanche 1er février 1959 donc, les randonneurs commencent l'entame de la traversée du col, à sa base. Le temps, exécrable, n'a pas changé et le vent, ce terrible blizzard coupant comme l'acier, n'a pas baissé non plus. La visibilité, quant à elle, est aussi nulle et ils avancent seulement à tâtons. S'ils pensaient, au départ, arriver à franchir le col de la journée et camper, dès la nuit venue sur l'autre versant, un peu plus à l'abri, leurs espoirs sont vite douchés. Sans même s'en rendre compte, perdus dans une poix blanche et humide, glaciale plutôt et très venteuse, ils s'égarent. Se rendant alors compte de leur erreur de trajectoire, ils décident de s'arrêter là où ils sont, c'est-à-dire à flanc de montagne, sans abri naturel, et de camper sans tenter d'aller plus haut ou plus loin. Ce soir-là, ils sont donc approximativement à 10 km d'Otorten et ils y installent leur campement de fortune. À la réflexion et a posteriori, on peut dire, sans guère se tromper, qu'il s'agissait là d'une décision étrange. Car, à l'étude de la carte, on voit que le groupe n'était plus qu'à 1 km d'une forêt qui lui aurait permis un bien meilleur abri. Plus tard, en compilant toutes les données, les enquêteurs supposeront que Dyatlov, le chef de groupe, ne voulait en fait aguerrir les membres du groupe et s'entraîner à camper en pente à titre d'exercice. Mais la décision sera très lourde de conséquences, comme nous le verrons. Car le groupe va disparaître, inexorablement, sur les pentes sévères de cette montagne inhospitalière. Rappelons que nous sommes en plein dans l'Oural russe, en février 1959. Loin de tout, le groupe est privé de tout moyen de communication ou d'alerte en cas de difficulté. Les 9 membres sont certes autonomes, mais, en contrepartie, ne peuvent compter que sur leur cohésion, leur totale cohésion, sens de la débrouillardise et leur ingéniosité s'il leur arrive quelque chose.
Ils avaient convenu, dès le départ, pour faire parvenir, via Dyatlov, leur chef d'expédition, un court télégramme à leur club sportif dès leur descente et leur retour au village de Vijaï. La date retenue, la plus tardive avec une marge sagement anticipée de quelques jours, avait été fixée au plus tard au jeudi 12 février 1959. D'ici là, il ne fallait pas s'inquiéter. Ce qui, et ce sera tragique, fut scrupuleusement fait et respecté par les amis et les membres du club sportif. Mais rien ne vient, ni le dernier jour du délai annoncé, ni les jours suivants. Pourtant, personne ne s'inquiète à outrance ou ne prend de décision. On pensait que le retard était normal et que le délai qui avait été prévu était trop court. Ils avaient dû être retardés par le mauvais temps et fait une progression moins rapide que prévu. Pensait-on en bas dans la vallée. Ce n'est que le vendredi 20 février 1959 que les proches des randonneurs, restés sans nouvelles et sans information officielle, vont réclamer l'organisation d'une première caravane de secours auprès du président de l'Institut Polytechnique dont dépendaient les randonneurs. Les forces armées et une unité de la police russe les rejoindront un peu plus tard, en déployant un avion de reconnaissance et en effectuant des survols de la zone de disparition supposée en hélicoptère. Les recherches entreprises vont rapidement porter leurs fruits. Dès le jeudi 26 février, l'équipe de secours va localiser le camp improvisé, abandonné sur les flancs du mont Kolachiako. Une tente largement déchirée, des vêtements éparpillés alentour et des empreintes de pas disséminées ici et là. C'est tout ce que retrouve une équipe de secours le matin du jeudi 26 février 1959. Pas de traces des 9 étudiants soviétiques partis dans le nord de l'Oural et portés disparus depuis plusieurs jours. Si la scène laisse présager du drame qui a pu se produire, ce n'est rien comparé à ce que les patrouilles découvriront ensevelis sous la neige. En effet, le constat est terrible et sans appel. Il ne laisse plus guère d'espoir à des hommes qui savent quel risque on encourt à braver ainsi la montagne. Preuve en est que la tente de survie est gravement endommagée et découpée à partir de l'intérieur. Les chaussures et le matériel des randonneurs sont toujours au camp. Cela laisse présumer, et c'est à la fois étrange et inquiétant, qu'ils soient partis du camp pieds nus ou couverts de leurs seules chaussettes, probablement sous le signe de l'urgence. Des traces encore très légèrement visibles à l'œil nu, de pas, amènent les secouristes à un bois proche, situé de l'autre côté du col, à 1,5 km au nord-est, comme indiqué sur la carte. Mais, peu après, ces mêmes traces se fondent dans la nature, entièrement recouverte de neige. Cependant, en cherchant méticuleusement, l'équipe de secours va découvrir, à la lisière du bois, sous un grand pin, les restes de ce qui a été un feu de camp et les 2 premiers corps. Il s'agit de Krivonichenko, âgé de 24 ans, et Dorotchenko, 21 ans. Ils sont, comme on l'avait malheureusement craint, déchaussés et ne portaient que leurs sous-vêtements. Un peu plus loin, toujours sous les pins, ils trouvent légèrement séparés les corps de Dyatlov, le chef de l'expédition, et de Kolmogorova, une femme âgée de 22 ans. La position des corps ne laisse guère de doute quant au fait qu'ils rebroussaient chemin tous les deux et tentaient sans doute de revenir au camp intermédiaire. Et fatalité, le jeudi 5 mars, le corps de Slobodine, âgé lui de 26 ans, est retrouvé, enfoui sous un amas de neige,
à l'endroit même où se trouvaient Dyatlov et Kolmogorova, entre le camp abandonné et le début du bois. Lui aussi aurait tenté de rebrousser chemin et de revenir à l'abri. Seul ou en groupe, cela non plus, nous ne le saurons pas. Le temps passe alors, laissant les secouristes perplexes quant aux 4 autres membres disparus de l'expédition. Que sont-ils devenus? Où peuvent-ils bien être? Les recherches se poursuivent pendant 2 mois entiers pour tenter de retrouver les corps de Doubi Nina, une femme âgée de 21 ans à peine, Kolé Vadov, 25 ans, Thibaut Brignol, 24 ans, et Solo Torayov, le vétéran du groupe, âgé lui de 38 ans. C'est le 4 mai qu'ils seront finalement découverts sous plus de 4 mètres de neige, dans un profond ravin de la vallée. Ravin creusé par un ruisseau et situé plus à l'intérieur du bois. Les derniers corps retrouvés sont mieux vêtus que les autres, portant les vêtements des autres randonneurs déjà découverts. Un des pieds de Dubinina était même enveloppé dans un morceau de laine provenant du pantalon de Krivonichenko, tandis que Solotaryov portait le manteau de fourrure et le chapeau de Dubinina. Aurait-il alors trouvé la mort plus tard, en second lieu? Et pourquoi le groupe s'est-il scindé en 2 ou plusieurs sous-groupes? Les questions restent posées et laissent les enquêteurs perplexes. Les 4 victimes sont décédées de façon très violente et les corps sont en mauvais état. En effet, les constatations effectuées sur place, avant même l'évacuation des corps, disent que Dubinina a 10 côtes brisées, que sa langue et ses yeux ont disparu, que Semyon Solotaryov a 5 côtes cassées et que ses yeux sont absents de leur orbite. Quant à Nikolai Thibaut Brignol, il a le crâne fracturé. Ces blessures ne proviennent pas, pour la plupart d'entre elles du moins, de chutes ou d'un brutal ensevelissement sous une avalanche. Une première enquête officielle commence immédiatement après la découverte des 5 premiers corps. Un examen médical détaillé ne permet pas de trouver trace de blessures pouvant expliquer une mort brutale. On en reste à la conclusion d'une mort par hypothermie. D'autres constatations médico-légales, aussi saugrenues qu'elles puissent paraître, se doivent néanmoins d'être citées. Si Slobodine présente bien une petite fêlure sur le crâne, elle n'est probablement pas mortelle. Quand, à Krivonichenko, on notera des brûlures à la jambe et une morsure relevée à la main qu'il s'est faite lui-même, la peau ainsi arrachée lui étant restée dans la bouche. Dyatlov a des écorchures autour des chevilles et une entaille à la paume. Tout cela ne donne guère d'explication rationnelle et scientifique quant aux causes de ces décès groupés ou en tout cas proches dans un même temps. L'examen tout aussi minutieux des 4 derniers corps trouvés en mai 1959 va toutefois changer la donne. 3 d'entre eux présentent des brûlures qui se seront avérées mortelles. Thibaut Brignol présente de multiples fractures sur le côté du crâne. Dubinina et Solotaryov ont de nombreuses côtes brisées et tous deux ont été victimes d'une hémorragie interne. Ajoutons à cela l'absence curieuse de leur globe oculaire. Quant à Kolevatov, il avait le nez cassé et le cou largement déformé. Mais il est sans nul doute mort d'hypothermie, comme les 5 premiers randonneurs, du moins la version officielle. Les corps, en eux-mêmes, ne présentent pas de blessures externes correspondant aux fractures relevées, comme s'ils avaient été soumis à une très haute pression.
Le corps de Dubinina est celui présentant le plus de traumatismes externes visibles. La langue était manquante, de même que ses yeux, une partie de ses lèvres, du tissu facial et un fragment de son crâne. Cela peut s'expliquer par le fait que son corps aurait été trouvé face contre terre, dans un petit courant d'eau, passant sous la neige, et ses blessures seraient alors dues à la putréfaction en milieu humide. Le docteur Boris von Schröndeny, chargé des différentes autopsies, affirmera que les traumatismes relevés sont bien trop graves pour être causés par une intervention humaine, et les compare aisément avec des blessures infligées lors d'une collision avec un véhicule automobile ou encore une très forte onde de choc. Et, pour clore ce chapitre des constatations, relevons aussi les fortes radiations émises par les vêtements de certaines victimes. Les conclusions de l'enquête ouverte sont laconiques et n'apportent rien de tangible. En mai 1959, on va, peut-être hâtivement, dirions-nous aujourd'hui, classer l'affaire comme un simple et banal accident de montagne. Elle exclut une intervention humaine, surtout en simultané sur un groupe de 9 personnes. Pas moins, tous en bonne santé, tous valides et aux aguets. On en arrive à la conclusion officielle, incontestable puisqu'elle est officielle, que les membres du groupe sont tous morts suite à l'action d'une force irrésistible inconnue, à laquelle aucun n'a pu résister, l'hypothermie ayant ensuite et très vite fait le reste. Il est en effet fait état de températures très basses, dans la nuit citée, entre -25 et -30 degrés. Absolument pas anormal pour la saison en cette région, et d'une forte tempête sévissant sur tout le massif montagneux. Ces courants est souvent imprévisible. Cela doit donc suffire à expliquer la disparition de ces 9 malheureux. Sans tarder non plus, l'ensemble des documents d'enquête est regroupé et envoyé à un fonds d'archives secret. Dès lors, la chape de plomb s'est refermée, pour de longues années sans doute. Mais pouvons-nous croire à la version officielle? Pouvons-nous en rester là? Certains journalistes, curieux et peu satisfaits des réponses officielles, supputant qu'on leur cache quelque chose de bien plus grave, s'interrogent. Pourquoi certaines victimes ne portaient-elles plus qu'une seule chaussure, en montagne, par des températures glaciales? Pourquoi d'autres victimes étaient-elles carrément pieds nus, dans les mêmes conditions météorologiques? Pourquoi certaines victimes portaient-elles des lambeaux de vêtements qui paraissaient avoir été découpés dans les habits de ceux qui étaient sans doute déjà décédés? Mais là, une étude suédoise postérieure a démontré des décès par hypothermie sont parfois associés à des épisodes de déshabillage paradoxal, doublés d'une forte agressivité et d'une perte totale de repères. Pourquoi 6 des membres du groupe, pas les moins robustes de surcroît, sont-ils morts d'hypothermie et 3 de blessures mortelles diverses? Comment expliquer que la tente de survie, véritable accessoire de secours absolument indispensable, a-t-elle été déchirée depuis les parois intérieures? C'est un phénomène totalement inexplicable, sauf peut-être par un instinct de survie ou un instinct réflexe en cas d'attaque subite. Comment expliquer aussi que les victimes soient toutes mortes 6 à 8 heures après l'absorption de leur dernier repas? On ne peut que supposer que ces repas ont été pris ensemble, à des moments convenus de pause et de repos et non pas à des heures variables. Sauf si certains ont survécu aux autres, avec une formidable coïncidence de laps de temps, de digestion identique.
Comment expliquer les très hauts taux de contamination radioactive retrouvés sur les vêtements de certaines victimes? Officiellement, il ne pratiquait aucune opération à visée radioactive ou nucléaire et aucune installation connue et recensée n'est officiellement implantée dans cette région. Mais ils n'obtiennent pas de réponse à toutes leurs questions. On veut et on va absolument oublier cette affaire de mort suspecte. Certains, craignant manifestement pour leur avenir professionnel, lâcheront l'affaire. D'autres, cependant, soutenus par les proches de certains disparus, s'accrochent néanmoins. Et leur persistance, leur sagacité, leur entêtement vont finir par payer. En 1990, alors que la situation du pays se délite et que tout semble aller à volo, des photocopies du dossier d'enquête sortent mystérieusement. Et elles vont semer émoi et trouble parmi ceux qui vont les découvrir. Pour preuve, voici quelques-unes des nombreuses anomalies relevées. Pourquoi manque-t-il certaines parties importantes, voire essentielles, du dossier d'enquête qui, à l'évidence, a été expurgé? Pourquoi le dossier d'enquête ne contient-il pas, ou plus, le sous-dossier relatif aux conditions météorologiques du moment? On peine à croire qu'il aurait été simplement omis lors du rangement, alors qu'il étayait la théorie officielle. Pourquoi, comme l'affirment certains proches, la peau de leurs défunts était-elle de couleur brune, non caractéristique des couleurs éteintes habituelles d'une personne décédée? Pourquoi la couverture du dossier d'enquête porte-t-elle bien en évidence la date du 6 février 1959, alors qu'on sait avec certitude que les premières recherches pour tenter de localiser le groupe n'ont été lancées que dans la dernière partie du mois de février 1959. Pourquoi les membres d'un autre groupe de randonneurs, se trouvant eux à environ 50 km au sud de la montagne, ce qui n'est guère loin, n'ont-ils pas été interrogés plus en détail sur ce qu'ils affirment avoir vu ce soir-là? Ils parlaient en effet d'étranges sphères oranges vues dans la partie nord du ciel, donc pour eux, vraisemblablement en direction du Colla Chiaco. Pourquoi ces dires ayant été confirmés, le responsable de l'enquête officielle recevra-t-il l'ordre formel de clore l'enquête lorsqu'il mentionnera seulement ces sphères assez supérieures? Tout cela reste bien mystérieux et semble bien avoir été tu volontairement à la demande des autorités russes. Mais alors pourquoi? Que tentait-on de cacher? L'expert médico-légal Edouard Toumanov, qui a étudié a posteriori le dossier d'enquête à la demande des médias russes, avance dans ses conclusions que, je cite, « La mort d'au moins une partie des étudiants retrouvés décédés n'est pas due à une avalanche classique, les symptômes et les traces constatées ne correspondant pas du tout. Les faits ont pu se passer de jour et pas forcément de nuit. Rien en effet ne venant renforcer cette théorie du noir opaque, surprenant ces jeunes montagnards, car elle ne repose en vérité sur aucune vérité et aucune constatation scientifique. » Les dégâts faciaux constatés au niveau des visages de Dubinina et Solotaryov, langue manquant à l'une et les yeux absents chez les deux, sont des traumatismes post-mortem et n'ont rien d'extraordinaire. Il est courant que dans ces régions, les animaux sauvages, nombreux, mangent certaines parties des corps, en commençant par les matières molles, les plus accessibles. Le délai post-mortem indiqué, évalué entre 6 et 8 heures par le docteur Vojradid, n'est pas que purement indicatif et ne peut être pris comme valeur absolue pour dater les décès.
En effet, car il avait été calculé sur la base du contenu standard de l'appareil digestif des victimes, méthode devenue obsolète et très souvent biaisée par d'autres facteurs indépendants comme le froid intense, le stress, l'émotion ressentie. Le décès par hypothermie retenu pour 6 des 9 membres du groupe ne peut pas non plus être envisagé de façon absolue. Sauf comme l'une des différentes hypothèses, car Vojradin avait beau l'écrire, il n'avait guère de chance de repérer à l'œil nu des taches de Vincenski, qui sont les signes caractéristiques d'une mort par hypothermie. L'état de putréfaction dans lequel se trouvaient les organes internes des victimes au moment de l'autopsie ne le permettrait guère. La description des organes internes et des causes de décès des 5 premiers corps retrouvés est pratiquement identique à une virgule près, alors qu'ils auraient forcément dû y avoir des différences anatomiques et physiologiques entre eux. Pour toutes les victimes, les lividités cadavériques sont situées sur le côté arrière du corps, alors que nous savons avec certitude désormais que toutes les victimes n'étaient pas allongées sur le dos. Slobodin et Dorechenko ont tous deux été retrouvés face contre terre, et Kolmogorova sur le flanc. L'erreur humaine, soit celle du docteur, soit celle des enquêteurs, est évoquée comme plausible et même probable. Les résultats des analyses chimiques de morceaux d'organes internes prélevés sur les corps et ordonnés par le docteur sont absents du dossier. Force est donc de constater que ces analyses, effectuées et mises de côté dans le dossier, n'ont jamais été jointes au dossier, ou alors, l'hypothèse la plus probable, qu'elles en ont été retirées postérieurement. Le fait que le docteur ne se soit pas contenté des analyses du sang et de l'urine, qui suffisaient à elles seules à détecter les traces d'alcool et de drogue, mais a aussi pris le soin de prélever divers fragments d'organes sur les victimes signifie clairement qu'il voulait vérifier la présence ou non de poisons ou d'autres substances dans leur organisme. Les photographies judiciaires officielles, dites ad hoc, n'ont jamais été réalisées, semble-t-il. Les seuls clichés disponibles, ceux des corps et des lieux du drame, dont la tente déchirée, s'apparentent plutôt à des photos d'amateurs et sont trop peu informatives. Il n'y a pas de légende, aucun linéaire visible, pas d'orientation avec une boussole, ni d'indication d'altitude. Dans une entrevue privée, l'un des anciens enquêteurs, interrogé en aparté, dit aussi que son dossimètre, appareil qu'il portait en sautoir, avait montré des niveaux de radiation très élevés sur le mont Kola-Chiaka, expliquant de fait les niveaux de radiation mesurés sur les corps. Toutefois, il ignore quelle pouvait être la source de la contamination ainsi mesurée. Face à ces évidences criantes, et parce que la société russe avait profondément changé depuis la dissolution de l'URSS dès 1990, les autorités n'ont plus le choix et doivent envisager de répondre, au moins partiellement, aux très nombreuses interrogations soulevées. Mais 60 ans ont passé depuis le drame. Les acteurs d'alors ont presque tous disparu, et nous verrons qu'ils prennent peu de risques à répondre. Le jeudi 31 janvier 2019, le parquet général de Russie annonce officiellement la réouverture de l'enquête sur ce drame. C'est un geste qui est bien accueilli. 30 experts, pas moins, sont nommés. 3 hypothèses toutes liées à des phénomènes météorologiques sur les 75 initialement existantes seront à nouveau étudiées. Le réquisitoire introductif prend le soin de préciser que la thèse du crime meurtrier reste toutefois fort peu probable en raison de l'absence totale de preuves à ce sujet. Ce qui est dans l'absolu n'est pas faux, et que celle d'une avalanche subite ou d'un ouragan de très grande force est privilégiée. Voudrait-on orienter les nouveaux enquêteurs dûment désignés qu'on ne s'y prendrait pas autrement ?
Fort logiquement, une nouvelle inspection des lieux du drame est ordonnée et elle aura lieu au cours du mois de mars 2019. Il en est de même des blessures infligées aux 9 victimes par étude sur dossier. Les résultats ne seront communiqués qu'un an et demi plus tard, le samedi 11 juillet 2020, et là encore n'éclairant rien le mystère. Souvenons-nous que l'enquête initiale avait été très courte, là elle paraît anormalement longue et complexe. Très officiellement, la mort des 9 randonneurs est due à une très forte avalanche, combinée à une visibilité exécrable réduite à moins de 20 mètres, et une désorientation du groupe, resté accroché, souvenons-nous-en, à flanc de montagne, abandonnant ou ayant abandonné sa tente à un moment donné. La chape de plomb et de silence qu'on aurait pu penser, un temps du moins, perméable aux profonds changements sociétaux russes, vient en fait de retomber sur cette affaire. C'est dit d'un ton péremptoire, rien n'est suspect, tout s'explique. On est bien dans le déni des faits. Toutes les allégations d'attitudes prétendument suspectes des autorités, d'objets volants non identifiés, de tirs involontaires, d'un missile, d'une explosion nucléaire, d'essais secrets sont balayés. Pour un peu, on qualifierait les victimes de courageux montagnards russes, victimes seulement du mauvais temps. Entre-temps, le lundi 1er juillet 2019, comme s'il sentait déjà venir la banale et monotone réponse officielle, Evgeny Tchernoussov, avocat et colonel de police à la retraite, qui représente bénévolement les intérêts de proches de 3 des victimes, Diatlo, Doroshenko et Sobodine, et quelques autres bénévoles convaincus, comme la fondation Diatlo et la Société russe de géographie, demandent par la voie officielle au comité d'enquête de la Fédération de Russie d'ouvrir une enquête au chef d'homicide volontaire de 2 personnes ou plus. Tous sont intimement persuadés que les autorités de l'époque ont étouffé l'affaire et qu'aujourd'hui, en d'autres temps, l'Union soviétique, d'alors n'étant plus, il n'y avait aucune raison sérieuse de continuer à cacher la vérité sur la mort des 9 jeunes gens. Mais leur vœu, ne le ferions, est un vœu pieux qui va se heurter au silence assourdissant des autorités encore toutes puissantes. Ont-ils raison? Ils avancent en particulier une thèse dite technogène, évoquant des essais militaires secrets, certains que si l'avalanche ou une autre cause était intervenue, l'enquête n'aurait jamais été close. Au bout de seulement 3 mois, on aurait aimé expliquer en détail les fautes commises par l'expédition. L'avocat Evgeny Tchernoussov soutient aussi le fait que le dossier d'enquête ne contient même pas la qualification juridique des faits initiaux, la saisine officielle en quelque sorte, comme un accident, un phénomène naturel, un homicide, etc. L'enquête, toujours selon lui, ne repose donc sur aucun fondement juridique valable qui l'ait motivé, si ce n'est une urgente et absolue raison d'État. C'est troublant. Enfin, il juge suspect et tout à fait anormal que le procureur de l'Obsat ait assisté en personne à l'autopsie des victimes, chose qui n'arrivait jamais, même en ces temps-là et même en cas de mort simultanée, et qui témoigne pour lui d'une importance toute particulière, cruciale, même pourrions-nous affirmer, que l'affaire revêtait pour les autorités. Parallèlement, hors des circuits officiels russes, une enquête technique et scientifique indépendante va paraître le mardi 12 janvier 2021 dans la très sérieuse revue Communication Earth and Environment. Elle émane de chercheurs de 2 organismes suisses ayant
tous deux pignon sur rue à Zurich, et qui démontre qu'une petite avalanche a bien pu survenir et provoquer les blessures constatées, mais n'a en aucun cas pu tuer 9 personnes en même temps et dans des conditions avancées. Sans entrer trop avant dans leurs conclusions, très techniques, disons simplement qu'ils proposent une modélisation informatique qui avance qu'un bloc de neige lourde d'une taille d'environ 5 mètres de long, provenant de vents catabatiques, aurait été accumulé juste au-dessus du camp et pu provoquer une petite avalanche. Ces blessures n'auraient pas été mortelles, expliquant que les victimes aient pu sortir de leur tente et essayer de fuir sans aucun équipement. En outre, le doute insidieux, jamais tu, jamais contré, scientifiquement, continue de planer sur ce qu'entendaient dire les enquêteurs anciens, comme plus récents, par l'expression « une force spontanée et irrésistible ». Scientifiquement, justement, on sait pertinemment cela ne correspond à aucune définition sérieuse et inattaquable, ni à aucun concept éprouvé et connu, tel que la force centrifuge, la force d'inertie, la force de gravité, etc. C'est au mieux de la vulgarisation ou de la littérature plus grave encore qu'on prend le soin et le temps de bien relire méticuleusement les différents communiqués officiels. Rien ne permet d'affirmer qu'ils pensaient nécessairement à une catastrophe naturelle. C'est dit sans être dit, avancé sans être démontré, écarté sans être balayé. Le sujet était-il donc aussi tabou que cela? Décidément, on se perd en conjectures. Les adversaires des théories du complot mettent en avant que si l'État russe avait quelque chose à cacher, il aurait commencé par les corps des touristes et aurait fait disparaître sans trace tout indice laissé sur place. Mais cet argument ne convainc pas l'avocat Tchernoussov, fin connaisseur des US et coutumes du pays, qui pense qu'il était préférable aux autorités de faire une mise en scène déroutante, plutôt que de faire croire à l'opinion publique que 9 étudiants s'étaient évaporés dans la nature sans laisser de traces. Désastre impensable alors et montrant la faiblesse du régime. Voici quelques différentes hypothèses avancées. Une attaque des autochtones Mansi, peuplade autochtone de ces régions lointaines, encore mal connues et pas du tout intégrées, n'est guère convaincante. La façon dont les corps sont découverts, l'absence de toute trace autre que celle des skieurs et randonneurs, les blessures physiques engendrées, loin d'éventuelles bagarres ou luttes physiques, les exonèrent pratiquement, et à l'attaque simultanée du groupe de 9 personnes, n'est pas dans leur pratique, fussent-ils courageux et audacieux. La très forte coulée de neige redondante et abondamment discutée ne tient pas non plus face à la science. Nous ne sommes pas dans les monts Himalayens. L'altitude est trop basse pour donner tant d'inertie subite à un amas de neige qui ensevelirait tout, et les années passées n'ont jamais démontré de telles avalanches ou de tels phénomènes. D'autant que l'hypothèse avancée se double d'une prise de panique générale, d'une débandade, d'un départ précipité, sans chaussures, d'une fuite dans les bois, etc. Nous n'avons pas affaire à des scouts ou une colonie de vacances, précisons-le aussi. Le phénomène paranormal des sphères de couleur orange vues dans le ciel ce soir-là a retenu un temps l'attention des chercheurs et des scientifiques.
On sait aussi qu'il a été littéralement occulté par les autorités. Malheureusement, en l'absence de recherche et d'expériences approfondies effectuées en 1959, rien ne permet de conclure à une quelconque véracité de ce phénomène. Peut-être s'agissait-il simplement d'aurores boréales parfaitement compatibles avec la saison et les conditions de la région. L'accident radiologique ou radioactif survenu dans la région à l'insu des membres de l'expédition est elle aussi retenu par des scientifiques et des chercheurs, même et surtout hors du territoire de l'Union soviétique. Il peut s'expliquer en partie par la couleur extrêmement bronzée des corps retrouvés décédés et la forte radioactivité mesurée sur les vêtements identifiés. Mais là encore, en l'absence de version officielle crédible et au vu de la carence des recherches et des expériences approfondies menées en ce sens en 1959, on ne peut rien affirmer. Officiellement, il n'y a pas d'installation nucléaire ou de recherche qui soit implantée dans ces régions. Mais peut-on formellement exclure que ces 9 jeunes gens se soient accidentellement retrouvés dans une région d'exercice secret ou caché? Et d'ailleurs, que sait-on des installations militaires ou civilo-militaires du pays? Sont-elles exhaustivement recensées et répertoriées? Nul en état des connaissances publiées ne peut l'affirmer ni dire non plus son contraire. Plusieurs ouvrages paraîtront par la suite, surtout après 1990 et la dissolution officielle de l'Union soviétique, où les auteurs s'attachent à tenter d'expliquer, avec ce qu'ils savent alors, le drame. Reconnaissons-leur une bonne volonté évidente et une soif inextinguible d'avoir accès à la vérité. Mais restons humbles et prudents quant aux diverses théories avancées, et disons bien théories et non hypothèses techniques ou scientifiques, car trop de sujets ont été et sont encore soumis à caution. Ainsi, en 1967, l'écrivain et journaliste Louri Larovoy de Sverdlovsk, impliqué dans des recherches pour le groupe Diatlo et dans l'enquête en tant que photographe officiel dès le début de l'enquête, connaissant donc bien l'affaire, publie un roman inspiré de l'affaire et intitulé « De la plus grande complexité ». Précisons pour être tout à fait objectif qu'il a écrit ce livre pendant la grande période soviétique, quand les détails de l'accident étaient maintenus secrets, et il évite donc de révéler tout ce qui n'est pas dans l'explication officielle ou est déjà bien connu. Comme on pouvait s'y attendre, le livre idéalise l'affaire qui finit de manière bien plus optimiste que ce qui est réellement passé, car seul le chef du groupe est trouvé mort. On saura plus tard que plusieurs versions alternatives du roman avaient été rédigées, mais que toutes furent refusées par la censure. Étrangement aussi, depuis sa mort survenue en 1980, toutes ces archives, y compris ses photographies, journaux et manuscrits, sont introuvables. Beaucoup de ceux qui sont restés silencieux pendant 30 ans commencent alors à parler de nouveaux détails de l'affaire. Parmi eux, un policier à la retraite, Lev Ivanov, qui mena l'enquête officielle en 1959 et que nous avons déjà cité. Il publiera, lui aussi en 1990, un long article dans lequel il affirme que l'équipe d'enquêteurs n'avait aucune explication rationnelle à avancer quant à cet accident et que des ordres directs de la haute administration l'ont sommé d'arrêter l'enquête. Sa fille, une fois le père décédé,
confirmera savoir qu'on n'avait pas laissé son père explorer plus en avant la piste dite militaire de cette affaire, et que la formule utilisée, rappelons-le, force irrésistible, était suffisamment imprécise et vague pour tout englober. En l'an 2000, une chaîne de télévision régionale produira un documentaire intitulé « Le mystère du col Diatlo », mais cela restera une évocation par trop romancée et trop peu argumentée quant à la réalité des faits. Pour autant, retenons que cet événement tragique a néanmoins marqué toute une génération et un peuple. Sans en dresser un inventaire exhaustif impossible à établir ou anachronique peu utile en réalité à la compréhension des faits, disons aussi que de très nombreux articles, livres, reportages, interviews, documentaires ont été réalisés en Russie et à travers le monde pour relater ces faits tragiques. Citons aussi la création de la Fondation Diatlo, créée à Ekaterinbourg avec l'aide de l'Université technique d'État de l'Oural, qui compte à sa tête Yuri Kuntsevich. Le but de la fondation est de convaincre l'administration russe de rouvrir l'enquête sur l'affaire et d'entretenir la mémoire des 9 randonneurs morts dans la montagne. En 1963, retournant sur les lieux après leur réouverture officielle, des étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural ont installé sur la montagne, au lieu supposé du drame, une plaque commémorative portant les noms des victimes et l'inscription « Ils étaient 9 » en mémoire de ceux qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Nous baptisons ce col du nom du groupe de Diatlo. C'est depuis cette date-là que le col est appelé col Diatlo. En conclusion, si conclusion il peut y avoir dans une enquête non résolue, nous pourrions juste retenir que l'affaire était pour le moins troublante, que l'enquête initiale, même si on prend tout le recul nécessaire pour relativiser les choses, n'a pas été suffisamment précise et objective, que l'enquête menée a posteriori n'a permis que de brouiller les pistes durablement au lieu de tenter d'éclaircir le mystère, que nous ne serons sans doute jamais tout et que, hélas, nous pouvons le regretter. Cette terrifiante affaire ne sera malheureusement pas résolue. Je suis désolée pour mon manque de vidéos, mais j'ai été vraiment très prise. Et ensuite, ça m'apprendra de faire une collaboration avec la Suisse, car ils sont cool et tranquilles. Plus sérieusement, Lily est tombée malade. Voilà pourquoi nous avons été très en retard pour cette vidéo. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.